Notre monde a été bouleversé par l'arrivée de l'informatique et en est devenu numérique. Pour ne pas subir ce nouveau monde, il faut le comprendre et ne pas se restreindre seulement aux usages. En bref, il faut piger pourquoi on clique. Alors, sur votre droite, vous pouvez admirer les premières machines informatiques dont je vous parlais tout à l'heure. Surtout, s'il vous plaît, ne pas toucher, c'est du matériel fragile. Venez. Alors, veuillez me suivre pour un aperçu de la place de l'image dans notre société. Suivez-moi, s'il vous plaît. Comment ils ont pu conserver des trucs aussi moches? On dirait des boîtes de conserve. Parce que c'est surtout la beauté des idées et des penseurs qui comptait. Le design, c'est du détail. Hein? Ouais. Venez me suivre. Nous allons dans la prochaine salle. Faites pas trop de bruit, les gens travaillent au-dessus. Magnifique. Tu vois ces écrans? Ada Lovelace, Alan Turing, Grace Hopper, les pionniers de l'informatique. Ces gens-là comptent parmi les fondateurs de notre ère numérique. Ils ont à leur manière marqué l'histoire, notre histoire. Fidèles à leur passion, ils ont travaillé modestement à la traduction de ces principes fondamentaux. Mais c'est bidon, c'est quoi ces vieux là, et ces machines et ces écrans? Oh, incroyable! Je croirais plonger en pleine réalité du 9e siècle. Question, c'est qui vieux qui nous mate là? Eh bien, tu as en face de toi Monsieur Algorithme. De son vrai nom, Al-Khwarizmi. Le mot d'algorithme est une simple déformation latine de son nom. Algo quoi? Il faut comprendre la différence entre penser et calculer. Penser, c'est la noblesse de l'esprit, et ça reste difficilement explicable. Calculer est bien plus simple et systématique, et pour tout dire mécanisable. Il s'agit de résoudre un problème précis en suivant un mode d'emploi précis en vue d'une application donnée, par exemple trier une liste d'objets, multiplier de nombres ou améliorer une photo. L'algorithmique est la science de l'organisation des opérations à effectuer. Elle travaille sur des opérations abstraites, comme l'addition de deux nombres. Pour passer aux opérations concrètes, il faut écrire tout cela de façon bien plus précise, sous la forme d'un programme écrit dans un langage de programmation. Retiens bien que le but final de l'informatique est d'évacuer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable par un ordinateur, qui lui est une machine fabuleusement rapide et exacte, mais fabuleusement stupide et complètement dénuée de pensée. Abu Jafar Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi. Que la paix soit sur vous, mon ami. Ne fais pas le timide. Bonjour monsieur. Mais l'homme qui est là a vécu au 9e siècle. À cette époque, cela fait 2 siècles que l'islam a fait de l'arabe la langue universelle dans cette partie du monde. Et de la recherche de la connaissance, un des objectifs de la vie. C'était l'époque des croisades? Non, ne mélange pas tout. La première croisade a eu lieu un peu plus tard. Mais c'est par le travail de ces personnes que le monde arabe a pu traduire, donc s'approprier, donc comprendre toutes les connaissances scientifiques du monde d'alors. Abu Jafar est plus qu'un traducteur, vois-tu. C'est un
transmetteur d'idées. C'est donc à lui qu'on doit les chiffres arabes et le zéro. Exactement. Il va chercher à ce que ses contemporains puissent reproduire des mécanismes complexes en appliquant pas à pas une recette de calcul et des solutions aux équations dont ils ont besoin. La classe! Il est passé où, Abou? À bout. Madame Lovelace, est-ce que tu peux dire bonjour à Madame Augusta Ada King, comtesse de Lovelace? Bonjour, Madame Ada. Bonjour messieurs, par quel miracle puis-je vous voir? Nous nous connaissons? Pas moi, mais lui, certainement. Oui, vous êtes la fille de Lord Byron, ce gigantesque poète anglais, mathématicienne. Elle a publié ses résultats mathématiques sous un nom masculin, vois-tu, car dans cette époque qui se voit aussi civilisée qu'elle est machiste, elle vivra sa vie de femme au mépris de sa réputation et au mépris des imbéciles. Effectivement, vous êtes bien renseigné. C'est quoi, machiste? C'est une vraie question. Une vraie question. Mais regarde, elle a traduit du français et enrichi fortement les éléments mathématiques qui vont permettre à son Babbage de travailler à la construction du premier ordinateur qu'il appellera la machine analytique. Hein? Bah quoi? Une minute, je suis paumé. Ok. Charles Babbage. Alors, malheureusement, lui ne l'achèvera jamais. Mais à partir de ses plans, on a pu le construire au musée de la science de Londres. Et figure-toi qu'il fonctionne parfaitement. Elle fonctionne, mais c'est incroyable. La machine analytique n'a aucunement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que nous saurons lui ordonner d'exécuter. Son rôle est de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer, des opérations numériques et aussi symboliques. Ada est celle qui a permis d'incarner les algorithmes dans des programmes. Les algorithmes d'Abou Jafar. Tu as tout compris. Monsieur Al-Khwarizmi, enchanté, Ada Lovelace. Mais alors, tout ça c'est de l'informatique? Mais les machines dans tout ça, et la technologie, ça sert à quoi du coup? Attends, tu vas comprendre. Écoute la suite. Regarde. Il faut faire avancer d'un siècle la roue du temps. L'informatique s'incarne dans des machines. L'homme sait d'abord fabriquer des outils, c'est-à-dire des objets simples à utiliser. Puis, il a fabriqué des machines, c'est-à-dire des outils qui utilisent une force autre que la sienne et qui peuvent exécuter de manière autonome certaines opérations, même complexes et programmées, comme pour le métier à tisser de jacquard. Mais la machine mécanique ne sait pas se modifier elle-même. Au contraire, l'ordinateur, qui est une machine à information, sait modifier son propre programme et devient ainsi une machine véritablement universelle. Et Turing a montré que toutes les machines universelles connues sont équivalentes. Elles permettent toutes de maîtriser l'intelligence mécanique. Alors, les machines dans tout ça? Allez-y, racontez! Alors regarde, voici Alan Madison Turing. C'est ce petit homme rêveur qui a créé dès 1936 l'article fondateur de la science informatique. Il a compris comment quelques opérations élémentaires de calcul étaient universelles. C'est-à-dire pouvaient être combinées pour exécuter tous les algorithmes du monde, donnant ainsi un coup d'envoi à la création des calculateurs universels programmables. Alors, Alan Turing a fait basculer le monde de l'ère industrielle à l'âge du numérique, donnant le fondement théorique de l'informatique. Tu vois, c'est dans le fracas des bombes nazies, fauchant des centaines de vies humaines chaque jour, que ce scientifique va commencer à changer le cours de l'histoire. Comment ça? Alors voilà, nous sommes en 1943. Tu as vu les grandes lignes de la Deuxième Guerre mondiale à l'école, hein? Eh bien, à cette époque, les nazis communiquaient entre eux très facilement grâce à une machine de cryptage appelée Enigma. Cela ressemble à une simple machine à écrire dotée d'un mécanisme de roue codeuse permettant de mélanger les lettres à la sortie, tout en transmettant un message sans que personne ne puisse le décoder. À la réception du message, une machine identique réingurgite le texte, les roues codeuses tournant à l'envers, comme dans un miroir, le message ressort en clair. Si je peux me permettre, nous nous sommes emparés d'une telle machine depuis bien longtemps. Les nazis le savent, mais s'en moquent complètement. Ah bon? Oui, c'est comme une carte bleue, si t'as pas le code, ça sert à rien.
En fait, l'histoire est bien plus stupéfiante, si vous me le permettez. Car le code a été en fait cassé dès 1933 par des mathématiciens polonais. Mais le calcul durait trop longtemps et il leur fallait plusieurs jours pour pouvoir le déchiffrer. Alors que les nazis, eux, changeaient le code presque quotidiennement. Tout à fait, monsieur Turing, tout à fait. Ce sont les fameuses bombes de Turing que vous avez mises au point. Yes. Et qui, en mécanisant le processus et en l'accélérant considérablement, vont changer le cours de la guerre. Je dois aussi te parler de Grace. Messieurs, que puis-je pour vous? Madame la future contre-amirale de marine, Grace Brewster Murray Hopper. Madame Hopper ne fait pas dans la dentelle. Pas question de se laisser gâcher la vie par les hommes pour les machines. Dites donc, je peux savoir ce qui vous amuse? Non, je racontais à ce jeune garçon que vous aviez travaillé sur le premier gros ordinateur numérique entièrement automatique d'IBM, le Harvard Mark I. C'est juste. Et à qui ai-je l'honneur? Non, je suis qu'un modeste professeur. Ouais, c'est modeste. Vous êtes plutôt calé, je trouve. Hein. Bon, parlons plutôt de vous. Alors, tu sais qu'à cette époque, seuls d'étranges mathématiciens étaient capables de programmer ces monstres électroniques. C'était du langage machine, hein, c'est-à-dire en spécifiant un à un chaque ouverture et fermeture des circuits électroniques de la machine. Ça va, tu me suis? Honnêtement? Non. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur le Mark II. Un jour, le gros calculateur tomba en panne. On y trouva un papillon de nuit coincé dans le circuit relais. L'insecte fut ôté avec soin et placé dans le journal de bord. Et on nota la mention « First actual case of bug being found ». C'est donc de là que vient l'expression bug informatique? Trop fort! Exact. Et ces premiers ordinateurs n'étaient quasiment pas utilisables à grande échelle. Alors c'est Grace qui a fait sauter ce verrou, en défendant l'idée qu'un programme doit pouvoir être écrit dans un langage formel proche de l'anglais. Elle conçoit alors un compilateur, c'est-à-dire un logiciel qui permet de traduire en langage machine les éléments de l'algorithme et compréhensible par tous les ingénieurs. Ça peut être pratique. Les premiers ordinateurs naîtront modestement vers 1940. Le tout premier programme enregistré sur un concept de logique binaire sera construit en 1937 par l'ingénieur Konrad Zuse. Il sera suivi en 1943 par la machine de l'américain Aiken. En 1944, le physicien théoricien John von Neumann décrit la première architecture dite de von Neumann qui a triomphé et qui est celle de l'immense majorité des ordinateurs d'aujourd'hui. Mais alors, en fait, Grace va faire exploser le développement numérique pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Les logiciels et tout. Oui, tu commences à comprendre. Génial! On dirait presque du Wikipédia. Quand Grace s'est éteinte en 1992, les ordinateurs entraient dans les foyers. Ils ne coûtaient plus le prix d'une maison ou d'une voiture, mais celui d'une télévision. Ils ont fait exploser les communications au niveau mondial, avec en particulier Internet. Ils nous ont toutes et tous fait basculer de l'ère industrielle à l'ère numérique. Notre planète est devenue un fragile village humain où le web est notre quotidien. Je pense comme Jérôme Chailloux que le web est l'invention la plus utile à l'humanité depuis sa pire invention, la bombe atomique. Alors, et Internet dans tout ça? Alors voilà, qui nous a offert la notion d'information? C'est Claude. Non, attends. André. C'est qui ces deux-là? Stop! Regarde. La classe à Las Vegas, prof. Tu vois cette image? Elle semble parfaite. Et pourtant, nous lui avons enlevé toute l'information que ton œil ne peut pas voir, afin de la rendre moins lourde qu'une image brute. C'est comme pour la musique avec les MP3 de ton mobile. Le fichier reste donc tout petit à mémoriser et à envoyer, mais reste presque parfait. Et c'est grâce à vous, regarde, grâce à vous, Claude et Wood Shannon, vous qui avez défini la quantité d'informations de manière mathématique, avec la théorie des probabilités que vous avez mise en équation, vous, Andrei Nikolavitch Kolmogorov. C'est ce qui a changé un peu la vision du monde dans les échanges numériques. Tout simplement génial. Merci. L'information est une matière abstraite qui se mesure.
Un message, quelle que soit sa valeur réelle ou supposée, peu importe son sens exact ou erroné, contient une quantité précise d'informations. L'atome d'information est l'élément binaire, le bit, comme oui-non, 0-1 ou bien vrai-faux. Savoir de quelqu'un si c'est un homme ou une femme, s'il est jeune ou vieux, s'il est petit ou grand, c'est très schématique, mais ça nous donne déjà 3 atomes d'information sur lui, donc 3 bits. On peut penser que le web du futur sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le contexte de l'utilisateur, son profil, etc., qui sera dynamique, qui sera ubiquitaire et qui sera sémantique. Eh, c'est qui elle? Rose Diane Kunz, qui a aidé à construire le web sémantique, qui désigne un ensemble de technologies visant à rendre l'information du web accessible et utilisable par tous les programmes logiciels, grâce à un système de métadonnées. Et alors, c'est quoi? Rose, elle explique très bien, très bien. Donc le web sémantique, c'est une vision de Tim Berners-Lee où l'idée, c'est de rendre la sémantique des ressources du web explicite de manière que des programmes puissent l'exploiter au même titre que des hommes actuels. Actuellement, si vous prenez un moteur de recherche classique et que vous cherchiez tous les documents concernant un accident de véhicule, alors ces moteurs classiques, ils vont chercher en fait tous les documents dans lesquels les mots accident et véhicule vont apparaître. Et si par contre un document décrit une collision entre un camion et un vélo, si les mots accident et véhicule n'apparaissent pas, un tel document ne sera pas retrouvé par le moteur de recherche. Et pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à nous humains, le moteur de recherche ne sait pas qu'une collision c'est une sorte d'accident et qu'un camion et un vélo ce sont des sortes de véhicules. Et donc l'idée du web sémantique c'est cela, c'est d'essayer de rendre cette information disponible à un programme sous forme de ce qu'on appelle des ontologies. Eh, je comprends mieux maintenant. Dites, prof, pourquoi tout le monde ne parle pas comme elle? Ouais, elle nous ouvre les portes d'un futur où le web devient sémantique. Prof? Mais c'est quoi la question? Non, mais dites, comment on fait pour mesurer l'information? Comment on fait pour coder les objets numériques? Coder des objets numériques, ça veut dire les représenter des objets réels, les convertir en objets virtuels, c'est-à-dire des 0 et des 1 qui sont décodables par un ordinateur. Donc ça signifie à la fois l'objet en lui-même, mais ça signifie également son langage pour le décoder. Tous les objets, les images, les sons, les textes, les données ont un reflet numérique qui permet de mémoriser l'information, de la transmettre, de la reproduire à l'infini et de la manipuler aussi de manière spécifique grâce à toutes sortes d'algorithmes. On peut ainsi ouvrir un nouveau monde de partage de l'information qu'il reste à finir de construire tous ensemble. On se croirait dans un vieux film. Comment ils faisaient sans informatique? Mais tu sais, avant, il y avait ce qu'on appelait des machines à écrire. C'est-à-dire c'était des machines qui servaient juste à écrire. Alors tu vois, tu tapais un texte directement sur une imprimante à papier. Oui, comme ça, sans le mémoriser. Juste un clavier et une imprimante. Et si tu te trompais, tu devais retaper toute la feuille. Ah bon? Oui. Attends, tu sais, avant, les téléphones étaient reliés au mur avec un fil. Non, je rigole pas. Et des fois, il y avait un seul téléphone pour toute la famille. Et encore pas toujours. On m'avait dit ça, j'ai jamais voulu y croire. Ah tu peux me croire. Et puis, tu ne pouvais pas joindre les gens, sauf s'ils étaient chez eux. Donc, impossible de les joindre en dehors de chez eux. C'est-à-dire, tu appelais les gens quand tu savais déjà en fait où ils étaient. Ça craint ça. On pouvait pas appeler les potes? Non. Et puis si tu avais un rendez-vous, par exemple, il fallait tout prévoir à l'avance. Le lieu, l'heure et tout. Et sinon, les gens, ils se manquaient, tout simplement. Et encore, je te parle de téléphone. J'exagère un peu, c'était pas vraiment des téléphones. Tu pouvais faire un numéro, parler à la personne, et une seule personne à la fois, sans l'image, juste le son. On pouvait même pas s'envoyer de message? Ah non, pas des messages SMS, tu rigoles. Avant, il n'y avait même pas de vidéo internet. Juste une télévision, un écran par famille. Alors tous devant regarder la même chose en même temps. C'est simple, quelques dizaines de personnes décidaient ce que des millions d'autres allaient regarder. Il devait s'abrutir devant ce truc. Avant,
Les véhicules et les téléphones n'avaient ni GPS, ni tous ces gadgets qui nous simplifient la vie. Tant en matière de communication qu'en matière de sécurité. Eh oui. Hein. Et tiens, et puis quand les gens allaient en ville, hein, eh ben, ils se rencontraient juste par hasard. Impossible de localiser leurs copains. Ils avaient ni GPS ni rien. Quelle galère! Ouais, et les objets n'avaient pas de puce électronique. Alors, si tu perdais un bijou ou un vêtement, eh ben, pratiquement impossible de le retrouver, puisqu'il n'était pas localisé électroniquement. Ah bon? Il faisait comment alors? Eh ben, il cherchait à la main en tâtonnant, ou alors il se remettait à la chance, ou alors il faisait une croix dessus, définitivement. Et avec Internet? Ah non, pas d'Internet. Toutes les connaissances étaient sur papier, dans des livres, dans des bibliothèques. Alors, il fallait fouiller des murs entiers de bouquins en papier et tout recopier à la main. Pas possible! Bon, plus tard, on a pu imprimer les informations du jour. On appelait ça des journaux quotidiens. De nombreuses fois, pour que les gens puissent en prendre connaissance. Bonjour le gâchis de papier. Hein. Et les gens s'écrivaient uniquement sur du papier. Envoyé par la poste, pas de mail, ni de SMS, ni de tout ça, tu comprends. Et avant le téléphone, il fallait des fois 2 jours ou plus pour savoir ce que les gens voulaient te dire. Et 1 semaine, si c'était dans notre pays. À l'époque, les gens sourds et malentendants étaient coupés du monde. Au début du 21e siècle, les interfaces entre les ordinateurs et les cerveaux n'en étaient qu'à leur balbutiement. Mais je comprends pas. On avait dit qu'il y avait des... ordinateurs? Oui, des ordinateurs. Tu veux savoir ce que c'était un ordinateur à l'époque? C'était surtout un objet rare et cher qui n'a existé qu'au début de l'informatique. Quand pour calculer, il fallait faire des machines assez grosses et très fermées, bien avant que l'informatique s'incarne au sein de tous les objets. Tu sais, avant, on n'apprenait même pas à l'école les fondements de l'informatique. On apprenait juste à se servir des logiciels existants, et encore. Je crois que les gens étaient juste effarés devant ce monde numérique qui émergeait à peine. Oui, tu as raison. Mais c'est grâce à ces gens qui font aujourd'hui partie de l'histoire que nous avons le monde que nous avons aujourd'hui. Allez, saluons nos amis. Je crois que le groupe nous a pas attendus. Il pleut. Vite, faisons venir la navette. Je vais t'expliquer comment on apprenait les sciences numériques à l'époque. Tu vois, c'est rudimentaire, mais plutôt marrant. Ok. Mais c'est moi qui conduis alors. Allez.